Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était le 14 décembre 2024, il y a moins de 2 mois. Mayotte était frappée par le cyclone Chido. Des milliers d'habitations, notamment des bangas, c'est comme ça qu'on appelle là-bas les bidonvilles, étaient rayées de la carte. Pourtant, passé les 3 jours de défilé politique, d'émotions médiatiques, on est vite passé à autre chose. Alors comment comprendre cette relative indifférence ici ? Plus généralement, comment analyser la situation particulière de Mayotte, mahorais, donc comorien, ce département français qui est situé à 8000 km environ de Paris. Alors pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit aujourd'hui Rémi Carayol, journaliste indépendant, coordinateur du comité éditorial du site d'information Afrique 21, auteur régulier dans Mediapart, Le Monde diplomatique et Orient 21, et auteur de Mayotte, département colonie, aux éditions La Fabrique. On décrypte tout ça ensemble et c'est maintenant. Bonjour Rémi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Depuis le passage du cyclone, on a l'impression que personne n'est vraiment capable de tirer un bilan, notamment humain, de cette catastrophe. Je crois que tu rentres tout juste de Mahorais. Alors déjà, comment vont les habitantes, les habitants ? Est-ce que tu as des informations un peu plus précises sur ce bilan ? Bon, les gens se reconstruisent. L'île se reconstruit, y compris la végétation, puisque au paysage de dévastation qui ont suivi le passage du cyclone, petit à petit, on voit l'herbe qui repousse, les arbres qui ont à nouveau des feuilles, mais c'est vrai qu'on est dans une situation encore très problématique. Il y a encore énormément de maisons, par exemple, qui n'ont toujours pas de toit. Par contre, les quartiers qui ont été les plus touchés par le cyclone, donc qui sont les bidonvilles, qui étaient constitués essentiellement de maisons en tôle, eux se sont très vite été reconstruits, et les gens, au bout de quelques jours, parce que dans l'urgence il fallait un toit, se sont reconstruits leur maison avec ce qu'ils trouvaient. Pour ce qui est du bilan, c'est un vrai problème puisqu'on est bientôt, on approche des 2 mois après le cyclone et on ne sait toujours pas et on ne saura probablement jamais combien de personnes ont été tuées par le cyclone Chido. On ne le sait pas parce que l'État lui-même ne le sait pas, ou en tout cas ne veut pas le dire. Le bilan officiel fait état de 39 morts et de un peu plus de 5000 blessés. Alors on est probablement très loin des milliers de morts que le préfet avait évoqués au lendemain du cyclone, mais on est également très probablement assez loin de ces 39 morts. Des sources plus ou moins fiables évoquent une fourchette entre 100 et 200 morts. Moi-même, sur le terrain, j'ai essayé de chercher. Très clairement, quand on va dans les bidonvilles, on ne trouve pas des personnes qui disent « mais oui, il y a eu tant de morts ». En fait, il y a assez peu de morts. Dans un bidonville, on peut trouver 2-3 personnes qui sont mortes dans ce bidonville, et pas plus. Alors, c'est possible que des morts soient tues, pour tout un tas de raisons, mais même si des morts sont tues ou même ne sont pas connues, on sera très loin des chiffres dramatiques qui ont été avancés dans les premiers temps. La question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de personnes sont mortes véritablement, mais aussi qui est mort. Parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est que les autorités refusent de donner la liste des 39 personnes qui ont été tuées par Chido. On se demande bien pourquoi. Moi-même, j'ai fait la demande, mais je suis pas le seul. Un sénateur a également fait la demande. Il n'a pas de réponse. Et ça pose question. Pour quelle raison l'État refuse de donner la liste de ces morts? J'ai retrouvé des familles de quelques-unes de ces personnes qui étaient mortes. Elles n'ont aucune nouvelle de la part des autorités. Aucune aide ne leur a été proposée. Et elles savent même pas, en réalité, si le membre de leur famille qui est mort est comptabilisé dans ces 39. Et ça, c'est tout de même très problématique. Ça heurte beaucoup de conscience, y compris au niveau des forces de sécurité, au niveau des gendarmes et des policiers. Un gendarme, par exemple, m'a dit, mais est-ce imaginable une telle imprécision, une telle opacité dans un territoire de l'Hexagone s'il y arrivait une catastrophe de ce type? La réponse évidemment est non. On connaîtrait le nom des victimes et on aurait dans la presse des portraits de ces victimes.
Hélas, les habitantes et les habitants de Mahorais n'ont pas attendu le cyclone pour vivre dans ces conditions dramatiques. C'est une île où il y a 77% des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté, où il y a presque 40% de chômage, des dizaines de milliers de personnes qui habitent dans les bidonvilles. Très récemment, il y avait un rapport parlementaire qui montrait la préparation complètement insuffisante, même pour pas dire inexistante, face aux dangers climatiques dans les Outre-mer, en particulier à Mayotte. De manière générale, quelle est d'après toi la responsabilité de l'État français dans le drame que vivent les habitantes et les habitants depuis le 14 décembre? Voilà, elle est majeure. Parce que d'abord, effectivement, l'État n'a pas été en mesure de prévoir et d'anticiper cette catastrophe qui devait arriver un jour ou l'autre. On savait qu'un jour Mayotte serait victime d'une catastrophe. Alors ça pouvait être un cyclone, ça peut être un séisme, ça peut être une éruption volcanique. C'était une évidence, et ce rapport parlementaire qui a été publié il y a quelques mois en faisait état. Et rien, ou en tout cas très peu de choses, n'ont été faites pour anticiper cela. De même, à l'approche du cyclone, on peut s'interroger sur l'information qui a été passée, ou la manière dont l'information est passée pour prévenir les gens. Beaucoup disent qu'ils ont été prévenus trop tard sur la dangerosité de ce cyclone, même si c'est vrai que c'était pas facile à prévoir. Il avait une trajectoire vraiment très particulière, très surprenante. Et puis surtout se poser la question des abris, certes, avaient été mis en place, mais pour beaucoup des habitants de l'île de Mahorais, qui sont en situation irrégulière, il était hors de question d'aller dans ces abris, tout simplement parce qu'ils craignaient que ça ne soit une stratégie pour les contrôler, pour les arrêter, parce que depuis des années, les forces de l'ordre, et notamment la police aux frontières, met en place des stratégies pour essayer d'attraper des personnes en situation irrégulière et pour les expulser. Mais la responsabilité de l'État, elle est surtout très importante dans la gestion du cyclone, dans l'après, d'abord dans les heures qui ont suivi, dans les quartiers qui ont été rasés, dans les bidonvilles, il n'y a pas eu de secours. Il a fallu attendre plusieurs jours, parfois une semaine, parfois plus même, pour que les habitants de ces quartiers, qui ont été dévastés littéralement, aucune maison n'a résisté, pour que les habitants de ces quartiers voient des secours arriver. Ça veut dire que des vies qui auraient pu être sauvées n'ont pas été sauvées. Là aussi, on n'a pas de réponse de la part de l'État. Pourquoi les pompiers, notamment des pompiers qui avaient été envoyés en renfort, en prévision, pourquoi les policiers, pourquoi les gendarmes, mais aussi pourquoi les militaires, il y a un détachement de la Légion étrangère à Mayotte, pourquoi ils ne se sont pas rendus sur les quartiers les plus touchés pour essayer, de sauver des vies et de secourir les gens, et de comptabiliser les personnes qui avaient été tuées. Et là, il y a une responsabilité très nette de l'État, et si un jour une commission d'enquête parlementaire voit le jour, comme le demande le sénateur Saïd Omar Wali, certainement qu'elle pourra pointer les responsabilités de cette passivité très surprenante. Et puis ensuite, il y a une troisième question sur la responsabilité de l'État qui se pose aujourd'hui. Des semaines après le passage du cyclone, l'aide est toujours insatisfaisante. En tout cas, elle n'est pas à la hauteur de ce qui est annoncé. Beaucoup de gens dans les villages disent qu'ils n'ont jamais reçu d'aide, ou très peu, que les distributions alimentaires sont rares, celles de l'État en tout cas, et que les distributions d'eau sont rares. Beaucoup parlent de dysfonctionnement aussi, beaucoup s'interrogent, les bâches qui ont été promises, où sont-elles, puisqu'ils n'en voient pas la couleur, et en fait, finalement, ce sont des ONG qui ont répondu plus rapidement que l'État. Il y a une ONG qui fait de la distribution alimentaire, par exemple, notamment dans les quartiers les plus précaires. Il y a des ONG qui apportent des soins dans les bidonvilles, ce que ne fait pas l'État. Il y a des ONG qui sont en train d'essayer de mettre en place des systèmes d'eau, pas forcément potables, mais en tout cas des tuyaux et des robinets, ce que ne fait pas l'État. Et tout ça interroge, encore une fois, la passivité de l'État, son incapacité à répondre aux urgences liées à Chido, et qui, en réalité, illustre son incapacité, d'une manière beaucoup plus large et beaucoup plus longue sur le temps, à administrer correctement l'île de Mayotte. Tu parlais tout à l'heure des habitantes et des habitants qui avaient peur des contrôles.
justement, c'est un sujet important à Mayotte. Alors que les morts étaient encore sous les décombres, on avait le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui déjà s'en prenait aux immigrés dans un tweet odieux. On se souvient qu'à peine élu, une des premières blagues, des gros guillemets de Macron, c'était sur les kwassa-kwassa, les bateaux sur lesquels meurent beaucoup d'immigrés comoriens dans l'océan Indien. Il y a eu Marine Le Pen qui s'est aussi rendue depuis à Mahorais pour elle aussi dénoncer l'immigration. Cette question d'immigration à Mahorais, elle est en permanence instrumentalisée par les politiques de droite, d'extrême droite, et pourtant elle est particulièrement liée à l'histoire coloniale de la France. Tu parles dans ton livre d'une colonisation consentie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire particulière de Mayotte? Ouais, je vais essayer de faire court et de résumer sans être trop réducteur. Mayotte a été colonisée en 1841 par la France pour des raisons essentiellement stratégiques. La France voulait occuper cette place notamment pour conquérir Madagascar, puis ensuite la France a colonisé les autres îles de l'archipel, puisque l'archipel des Comores, il faut le préciser, ce sont 4 îles, dont Mayotte fait partie, qui ont une histoire commune importante et profonde depuis plusieurs siècles. La colonisation donc s'est opérée au XIXe siècle, et puis au moment de la décolonisation, alors que les habitants des 3 autres îles qui étaient consultés, donc en 1974, ont opté pour l'indépendance, les habitants de Mayotte ont opté à 63% contre l'indépendance. Je reviendrai pas ici sur les raisons qui les ont poussés à faire ce choix. Ça demanderait beaucoup trop de temps, mais il n'empêche que ça aboutit à la dislocation de l'archipel des Comores, et donc les 3 autres îles sont devenues indépendantes, tandis que Mayotte est resté un territoire français. D'abord c'était une collectivité un peu hybride, au statut un peu hybride, et puis c'est devenu un département en 2011. Le problème de Mayotte, en fait, de cette situation, c'est que les liens historiques familiaux sont très profonds entre les habitants de Mahorais et les habitants des 3 autres îles, et que malgré la séparation politique, ils n'ont pas été rompus. Et donc, lorsque on parle d'immigration, en réalité, ou d'immigrés ou de migrants, c'est un terme qui n'a aucun sens dans cet archipel, ou en tout cas qui n'a pas du tout le même sens que celui que l'on entend ici en France. Quand on parle d'étrangers, alors là, ça a encore moins de sens. Qui sont les étrangers à Mahorais? Oui, d'un point de vue légal, ce sont les Comoriens des autres îles, mais d'un point de vue historique, culturel, sociétal, sociologique, les étrangers, ce ne sont pas les Comoriens, puisqu'ils vivent de la même manière que les Mahorais. Ils ont la même langue, ils ont le même culte, ils ont la même pratique du culte, ils ont les mêmes marqueurs sociaux. Les étrangers, ce sont les Blancs, les Mzungu, comme on appelle sur place, les métropolitains, qui arrivent sur place et qui, eux, ne parlent pas la langue, ne connaissent pas les codes de cette société et souvent ne cherchent même pas à les comprendre. Donc on est dans cette situation très particulière où la France a créé une frontière. Alors une frontière est toujours artificielle, mais elle est particulièrement dans cet archipel. Il faut quand même rappeler qu'Anjouan, donc qui est l'île la plus proche de Mayotte, est à seulement 70 km de Mayotte. Et donc, en créant une frontière, à partir du milieu des années 90, la France a créé un problème, un vrai gros problème, puisque elle a interrompu une histoire qui était faite depuis des siècles de flux migratoires permanents, incessants. Et elle a disloqué, après avoir disloqué l'archipel, elle a disloqué des familles, puisque des personnes qui étaient nées à Mayotte, qui avaient passé une grande partie de leur enfance à Mayotte, se sont retrouvées pointés comme des étrangers et souvent en situation irrégulière, alors que leur vie est sur cette île. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les débats, notamment à l'Assemblée nationale, on parle de ces gens comme de migrants. En réalité, pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre elles, ce sont des gens qui ont fait toute leur vie à Mayotte. Certes, leurs parents venaient d'une autre île, mais eux ont grandi dans cette île, ils ont été scolarisés, pour certains ils ont passé leur bac, pour certains ils travaillent dans le secteur formel, beaucoup d'autres sont dans le secteur informel. Et on en fait des clandestins, des sans-papiers, donc ils sont expulsables du jour au lendemain. Donc ils sont dans une situation de précarité absolue, qui font qu'ils sont exploités d'un point de vue économique, qu'ils vivent dans ces bidonvilles qui ont été rasés par le cyclone Chido. Et
Le problème, c'est que tout le débat depuis une vingtaine d'années tourne autour de cette question migratoire. Tous les problèmes de Mayotte sont présentés comme étant le résultat de cette migration, alors qu'en réalité, tout un tas de causes expliquent les problèmes que rencontrent les Mahoraises et les Mahorais aujourd'hui. Je prendrai juste l'insécurité, puisque c'est celui qui est mis en avant par la plupart des élus locaux, mais aussi par les membres du gouvernement, qui lie immanquablement insécurité et immigration. L'insécurité est le fait d'une grande partie de la jeunesse. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui sont effectivement des étrangers ou des potentiels étrangers, entre guillemets, mais il y a beaucoup d'entre eux qui sont nés à Mayotte, qui ont vécu toute leur vie à Mayotte et qui, arrivés à leur majorité, se trouvent dans une situation où ils ne sont pas régularisables, parce que la loi n'est pas la même à Mayotte que dans le reste du territoire national en matière de droits des étrangers, et donc ils sont bloqués, qui sont coincés, et certains d'entre eux se révoltent contre le système, et cette révolte prend plusieurs formes, et notamment la forme la plus représentée aujourd'hui, c'est une forme de délinquance juvénile qui consiste à caillasser des bus, à cambrioler des maisons, à s'en prendre à un certain nombre de représentants de l'État, par exemple. Et le grand danger est que après Chido, ce discours qui vise à indexer les étrangers s'est accéléré, c'est encore une fois intensifié, et aujourd'hui on n'entend que ça, et on voit que à l'Assemblée nationale, par exemple, on va toucher au droit du sol sur une proposition du groupe LR, donc de la droite. L'idée est de raboter encore un peu plus le droit du sol. Il avait déjà été raboté en 2018, uniquement pour Mayotte. Et là, l'idée est de le raboter encore un peu plus, de rendre plus difficile l'accession à la nationalité. Le problème, c'est que cette loi est présentée comme étant un moyen de mettre fin aux arrivées, aux flux migratoires, alors qu'en réalité, ça ne mettra pas fin aux flux migratoires, mais ça poussera dans la clandestinité une population qui est là, présente sur l'île et qui y vit parfois depuis sa naissance. Ouais, c'est difficile à faire comprendre parce que si l'on se place d'un point de vue franco-français, la demande d'égalité, c'est une demande d'égalité que émettent les Mahorais quand ils demandent les mêmes prestations sociales, les mêmes droits sociaux. Cette demande d'égalité, c'est difficile de s'y opposer, surtout quand on est de gauche. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir Mayotte autrement que par le prisme franco-français. Tant que on pensera Mayotte comme un territoire de France posé là au milieu de l'océan Indien, on, ne comprendra rien à la situation et deux, ne trouvera aucune solution. Parce que Mayotte, il faut le dire, c'est un territoire comorin qui a été arraché à son archipel. Encore une fois, pour tout un tas de raisons et parce que les Mahoraises et les Mahorais l'ont voulu. Mais c'est un territoire comorien qui a été arraché, qui ne peut pas s'administrer comme un simple département de l'Hexagone, ou de ce que l'on appelle encore la métropole, qui est un terme très problématique puisque c'est un terme colonial, et qui a des spécificités très particulières. Alors, lorsque on constate en fait que depuis que Mayotte est devenu département et que Mayotte quelque part se rapproche dans les normes législatives de ce qui est pratiqué dans l'Hexagone, la vie sur l'île se dégrade. Il y a de la délinquance, il y a énormément de grèves, énormément de mobilisation sociale, énormément de frustration, parce que en réalité ça va pas assez vite pour les habitants de cette île, mais aussi l'autre phénomène, c'est que on a fait de Mayotte du coup, en abondant notamment les fonds, en envoyant de l'argent, en construisant des infrastructures, on a fait de Mayotte un terme que j'aime pas trop, mais une forme d'Eldorado dans la région. Et c'est-à-dire qu'avant, lorsque l'on venait des autres îles, on venait pour voir la famille, on venait pour participer à des fêtes religieuses, on venait pour trouver un peu de travail, puis ensuite rentrer chez soi. Maintenant, on y vient pour trouver du travail, on y vient pour se faire soigner, on y vient pour que les enfants soient scolarisés, on y vient parce que c'est une immigration de survie. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que
plus on rapproche Mayotte de la France, et c'est le principe de la proposition de la gauche au moment des législatives, mais plus en fait on déstabilise l'ensemble régional de l'archipel des Comores, mais plus largement de cette zone de l'océan Indien, et plus on déstabilise l'île de Mayotte en tant que telle. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Plus on envoie des fonds, plus on normalise la situation de Mayotte d'un point de vue franco-français, plus on en fait un territoire attractif aux yeux des habitants de la région, et donc qui est voué à être qui est destiné quelque part à devenir une terre d'immigration très très forte en fait. Et donc, quelque part, effectivement, à déstabiliser l'île parce que l'île n'est pas extensible et que la population commence vraiment à devenir importante sur ce territoire. Donc, ce que j'essaye d'expliquer aux gens de gauche qui prônent la marche vers le droit commun, comme on dit, ou cette égalité, c'est que oui, c'est bien beau et dans les faits, sur le papier, on ne peut pas y être opposé, mais qu'en fait, les conséquences sont désastreuses, littéralement, à la fois pour l'ensemble de l'archipel des Comores, mais aussi pour les habitants à Mayotte. C'est un discours qui n'est pas, j'en suis conscient, qui est difficilement audible, que ce soit à Mayotte, où il y a cette quête d'égalité, mais aussi au niveau de la gauche française. Mais il faut sortir en fait de ces, on va dire, de ces présupposés. Il faut arrêter de penser Mayotte comme on pourrait penser d'autres départements d'outre-mer. C'est une histoire très particulière, une géographie unique, qui fait que ce territoire ne peut pas être administré comme la Réunion, par exemple, pour ce qui est du département d'outre-mer voisin le plus proche. Parce que on va droit dans le mur en réalité en développant artificiellement l'île de Mayotte et en quelque part essayant de l'extraire d'un environnement régional qui lui est très pauvre et qui ne suit pas. Donc, tant qu'on réfléchira de cette manière, à mon sens, on sera incapable de trouver des solutions aux grandes problématiques qui se posent aujourd'hui à Mayotte. Merci à toi.